Aujourd'hui, nous allons parler d'art et j'ai une invitée prestigieuse pour nous parler d'art. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Avant d'entamer cette discussion particulièrement passionnante sur l'art et l'entreprise et comment l'art peut inspirer les leaders pour réinventer le vivre ensemble dans l'entreprise, je voudrais vous remercier tous de votre fidélité. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Sandrine Dorbe sur les enjeux de rémunération. Et la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question essentiellement humaine et de reconnaissance. Si vous voulez vous inspirer des grands principes pour réfléchir à un plan de rémunération, n'hésitez pas à retrouver notre masterclass sur le sujet sur notre plateforme YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est l'intranet du manager qui l'aide à accompagner ses équipes, à les coacher, à piloter leurs performances. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. La page de publicité est terminée. On a l'immense plaisir d'avoir Anne-Laure avec nous aujourd'hui. Est-ce que Charlotte, tu peux nous en dresser le portrait ? Oui, bien sûr. Alors Anne-Laure, vous êtes de celles qui font bouger les lignes du monde culturel. Agrégée d'histoire, diplômée de Sciences Po, vous avez tracé un parcours hors norme entre haute fonction publique et culture. Au Louvre, temple mondial de l'art et du patrimoine, vous avez dirigé les affaires extérieures, puis occupé le poste stratégique d'administratrice générale adjointe. Vous y avez orchestré l'influence d'une institution iconique entre diplomatie culturelle, modernisation interne et rayonnement international. Aujourd'hui, à la tête du Beaux-Arts Institute, vous ouvrez un nouveau chapitre en mettant votre talent au service des liens entre monde de l'art et monde de l'entreprise. Et comme enseignante, notamment à Sciences Po, vous accompagnez une nouvelle génération de professionnels à inventer les musées et les institutions culturelles de demain, plus ouverts, plus audacieux, plus vivants. Vous avez également mis votre passion en mots dans le Dictionnaire amoureux des musées, un ouvrage où se mêlent érudition, anecdotes et regard personnel. À travers ces pages, vous offrez un accès intime au monde des musées avec finesse, curiosité et une touche d'humour qui vous ressemble. Leadership, transmission, impact, votre parcours incarne une conviction forte que l'art peut transformer la société à condition de savoir le diriger avec intelligence. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Alors, à la tête des affaires extérieures du Louvre, tu as été premier plan pour observer le rapport entre les Français et leur culture. Qu'est-ce que tu as appris pendant toutes ces années ? Au Louvre, on apprend chaque jour, on apprend chaque minute et on apprend de tout le monde. On apprend effectivement beaucoup du public. Souvent, quand on me parlait de mon métier, on me disait « mais t'as tellement de chance d'être au milieu de tout ce patrimoine, de toutes ces œuvres d'art, etc. » Et c'est vrai. Et je m'étais fait une promesse en arrivant au Louvre, c'est de ne jamais passer une journée sans avoir traversé les salles, au moins une salle. Or, en fait, le Louvre, c'est aussi un lieu de travail, donc on enchaînait des réunions, etc. Et certains jours, c'était pas si évident de trouver le temps. Mais j'ai essayé vraiment toujours de le faire, ne serait-ce qu'un moment, parce que il y a un esprit dans ces lieux, il y a un esprit dans ces œuvres, et c'est évidemment au cœur de l'inspiration et du travail de ceux qui y sont. Mais moi, c'est vrai que le public m'a aussi beaucoup inspirée. Tu parlais des Français, mais en fait, au Louvre, c'est le monde entier qui vient. C'est un privilège d'ailleurs immense. Et pour moi, c'est une question qui a résonné presque chaque jour, en me disant, mais que viennent chercher ces gens ? Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'au Louvre, certains jours, c'est 30 000 personnes qui viennent. Sur une année, quand moi j'ai travaillé, c'était 10 millions de visiteurs par an. Donc c'est une ville qui se déverse sur le Louvre chaque jour. Et des gens qui viennent du monde entier, qui ont fait des heures d'avion, et qui parfois ne verront de Paris que 3 ou 4 choses, dont le Louvre. Et ça va pas de soi, en fait. Parce que les musées, ça n'a pas toujours existé. Parce qu'il y a beaucoup de champs culturels qui n'attirent pas autant de public. Je ne vais pas les citer pour ne pas les froisser, mais il y a beaucoup de lieux qui aimeraient avoir 10 millions de visiteurs ou un public aussi fourni et aussi diversifié.
Donc il se passe quelque chose d'assez magique en fait je pense, dans le rapport que nous avons avec notre patrimoine. On l'a vu avec l'incendie de Notre-Dame. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'essentiel. Voilà, de l'essentiel, de ce qui fait notre humanité, de ce qui fait notre rapport à la vie, de notre rapport au temps aussi. Et je pense que précisément aujourd'hui où on est dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus instable, violent aussi. Le musée, le beau, l'art, l'histoire sont des boussoles, des points de repère qui sont essentiels pour mener nos vies, tout simplement. Tu me disais lors de notre préparation, les musées ont inventé le développement durable. J'ai trouvé cette phrase très belle dans cet aspect de continuité du temps et d'ancrage dans l'histoire. Oui, parce que en fait, c'est quelque chose qui m'a frappée, puisque vous savez, les musées ont vécu depuis 30-40 ans une mutation absolument incroyable. Ça pourrait être une vraie école pour tous les secteurs qui ont à se réinventer. C'est une scale-up finalement, le Louvre. Oui, parce qu'en fait, si vous reprenez par exemple la pyramide du Louvre, 1989, donc un peu plus de 30 ans, elle a été créée pour un public qui devait être autour de 2-3 millions de visiteurs. Aujourd'hui, c'est 10 millions. On a entendu les projets des grands travaux là, du Louvre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans? Une fréquentation touristique qui a explosé, des expositions blockbusters qui ont aussi, si on parlait en termes de marketing, et les gens du Louvre seraient sans doute, auraient des cheveux dressés sur la table, mais des produits d'appel un peu, qui ont été comme ça qui ont connu un vrai succès, et puis un rapport au public qui a complètement changé. Je pense que toi, comme moi, on se souvient des musées de notre enfance, assez poussiéreux, où rien n'était fait avec plein d'interdits. Aujourd'hui, aller au musée, on le pense en termes d'expérience, comme beaucoup d'autres secteurs aussi, qui ont dû se réinventer pour que ce soit convivial, chaleureux, que les gens puissent vraiment y passer un bon moment depuis le moment où ils arrivent. Donc, comment on prend son billet, par quel moyen de transport on arrive, est-ce qu'on peut, comment on vit une expérience en famille, les questions d'accessibilité aussi, bien sûr. Voilà. Donc, tous ces sujets-là sont venus tout d'un coup bousculer et on a demandé au musée absolument tout, d'être à la fois un lieu de la diversité, de l'accessibilité, voilà, et de développement durable. Et on a beaucoup commencé à regarder, à inspecter l'impact carbone des expositions, etc. Et il y a beaucoup à faire, mais au fond, sur le principe, moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est que je me dis, les musées ont inventé, d'une certaine façon, cette idée de développement durable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on conserve de plus précieux, qu'est-ce qu'on fait en sorte de préserver le mieux possible pour les générations à venir. Bon, les musées, c'est qu'est-ce qu'ils préservent, qu'est-ce qu'ils conservent, l'art, mais pas seulement, parce que toutes les traces finalement de civilisations extrêmement anciennes, si vous prenez le département des antiquités égyptiennes, ce ne sont pas des œuvres d'art, en fait, il y en a, mais c'est aussi des objets, voilà, c'est des objets de la vie quotidienne, mais qu'on a préservés parce qu'ils disent quelque chose de notre humanité. L'art s'exporte. Tu étais... oui. Alors le Louvre, on connaît le Louvre d'Abu Dhabi. Il y a le Louvre d'œuvres à d'Atlanta à un moment. Voilà. Ouais. Donc le Louvre rayonne. Il y a une initiative qui tient particulièrement à cœur, qui a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne, dans un centre commercial, il y a un peu moins d'un an, je crois, avec des reproductions d'œuvres d'art. Comment est-ce que l'art peut se populariser? Est-ce que finalement on doit avoir vraiment l'original de la Joconde avec, on se fait un selfie comme on voit les hordes d'étrangers faire en passant au Louvre? Comment est-ce que l'art peut se populariser, peut se démocratiser? Alors c'est une réflexion qui
voilà, ce qui rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je voyais ces gens qui, dès 8 heures du matin, venaient du monde entier, etc., ce qui me frappait, c'était la joie. Et c'est un immense privilège de travailler dans un lieu où les gens ne viennent que pour des bonnes raisons. Et moi, j'ai toujours pensé, voilà, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans des lieux où il se passe des choses qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être lourdes. Là, on voit arriver des gens qui ont le sourire, qui sont heureux d'être là, etc. Et comment on rend cela au public? Comment on permet à tous d'avoir accès à cette joie, d'avoir accès à ces moments qui sont, encore une fois, essentiels. Le musée n'est pas un lieu familier d'emblée. Il a été pensé, ne serait-ce que d'un point de vue architectural, si on fait l'histoire des musées, le musée a un côté sacralisé, intimidant. Son architecture ressemble à celle des temples antiques. On a des grands escaliers, on a des espaces comme ça qui sont... alors au Louvre, en plus, si on prend le cas du Louvre, c'est très symptomatique parce que c'est un palais royal, c'est un château fort. C'est un lieu qui a été pensé pour qu'on ne puisse pas y entrer et on y fait rentrer des millions de visiteurs. Donc il y a une espèce de paradoxe incroyable. Moi, je me suis dit, au fond, comment on fait en sorte de familiariser le maximum de personnes à l'art et à la culture. Cette fameuse question de la démocratisation de la culture qui traverse toutes les politiques culturelles en France. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents ou des professeurs qui vous ont initié, qui ont fait ce lien très tôt. Voilà. Et au fond, il y a quelque chose d'assez étonnant parce que je me dis souvent, et je le dis souvent à mes étudiants, au fond, vous prenez un enfant, il n'y a rien de plus naturel que l'art et la créativité chez un enfant. Je ne connais pas un enfant, à moins malheureusement qu'il soit dans des situations terribles, qui ne chante pas, qui ne danse pas, qui ne dessine pas dès qu'on lui donne un papier à un crayon. C'est au fond ce qu'il y a presque de plus inné, c'est de créer. Et c'est de savourer ce plaisir de l'art. Alors, après, on a mis des majuscules, on a mis de la distance, etc. Mais en fait, c'est très naturel. Donc, comment on retrouve ce lien avec le public? Comment on fait en sorte que l'art, ce ne soit pas quelque chose de lointain dans un musée où on pénètre en silence, voilà. Et donc, au fond, on s'était dit, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens très exceptionnels au Louvre, comment on va au-devant des publics. On a la chance au Louvre d'avoir un public extrêmement important qui vient. Ça n'est pas le cas de tous les musées. Mais précisément parce qu'on a cette chance-là, c'est presque un devoir de la part du Louvre, qui est un peu le musée des musées, d'aller au-devant du public, d'être toujours de plus en plus accessible, etc. Moi, j'ai eu l'immense chance, par exemple, de voir la création du Louvre Lens, qui est une initiative extraordinaire. Voilà, comment les collections du Louvre sont allées dans une des villes les plus pauvres de France, une ville où il n'y avait aucune infrastructure culturelle, pas de cinéma, pas de bibliothèque, et on a fait en sorte que ce public se sente bien et se sente chez lui dans ce musée. Et je pense que ça, c'est extraordinairement important. Quand on parle de vivre ensemble, on est dans une société hyper fragmentée où chacun est sur son téléphone, derrière son écran. Les musées sont encore aujourd'hui des lieux où on peut se rencontrer. On peut rencontrer ceux qui ne sont plus là à travers leurs œuvres d'art. On peut rencontrer ce qu'il y a de plus beau, de plus génial, parfois, dans l'humanité. Et puis on peut rencontrer les autres parce que on est avec d'autres. Et moi, je ne connais rien de plus merveilleux que l'émotion qu'on partage. J'ai eu la chance de le faire avec des classes d'enfants, j'ai eu la chance de le faire avec des gens plus âgés, de le faire avec mes propres enfants, d'emmener des amis, d'emmener mon amoureux. Je trouve que voilà, l'émotion collective, l'émotion partagée dans un musée, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire.
Et donc cette opération, pour revenir au centre commercial, elle s'inscrit en fait dans une politique qui est générale de faire des partenariats avec les territoires. Et un peu comme pour Relance, etc., de se dire, voilà, le Louvre, c'est pas seulement un musée parisien, c'est un musée national, c'est un musée universel. Donc c'est un musée qui s'adresse à tous. Donc comment on s'adresse à tous? Ben, on va là où sont les gens. Et les gens, ils sont dans les centres commerciaux, ils sont dans les écoles, ils sont dans les hôpitaux, ils sont... voilà. Et au fond, se poser la question de, du lien à la culture et du lien à l'art, ben ça oblige à changer un peu son regard et à se mettre du côté du visiteur. Et on a fait plusieurs projets, moi, qui m'ont beaucoup appris. Je pense à un projet qu'on a fait avec l'un des mécènes du Louvre, qui était le groupe PSA, où on a installé une reproduction d'une exposition au cœur des chaînes de montage automobiles, parce que le monde du travail est aussi un monde qui est parfois un peu oublié, un peu moins, un peu négligé par le monde des institutions culturelles. Peut-être que, voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu le cœur de mon métier, de faire ces ponts entre le monde du travail et le monde de l'art et de la culture. Mais c'est vrai que c'est venu par des projets comme celui-là. Comment on montre de l'art et de la culture, comment on met du beau partout. Moi, j'ai été très frappée. Vous voyez, j'ai eu l'immense chance de rencontrer, justement dans le cadre de ce que je développe depuis 3 ans au sein du groupe Beaux-Arts, un architecte japonais qui s'appelle Shigeru Ban et qui fait des habitations pour les zones de crise, crise climatique, zones de conflit, etc. Et quand il parle de ce qu'il fait, il dit c'est pas parce que je vais caricaturer un peu ce qu'il dit, parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi, mais c'est pas parce qu'on est dans l'urgence que ça doit être moche. Et donc, il crée du beau, y compris dans les moments les moments d'urgence, les moments de crise, etc. Voilà, un centre commercial, c'est pas parce qu'on y fait ses courses qu'on peut pas y mettre du beau, qu'on peut pas y mettre du sens, qu'on peut pas y mettre de la culture. Dans tes nouvelles fonctions, tu apportes le monde de l'art au sein de l'entreprise. L'artiste allemand Joseph Beuys disait tout homme est un artiste. Oui. Finalement, à l'heure où l'IA vient réfléchir à notre place et prendre un certain nombre de fonctions, est-ce qu'en entreprise, tout homme doit devenir ou peut devenir un artiste? Est-ce que c'est ça qui va rester finalement de notre humanité dans l'entreprise? C'est l'aspect créativité? Et comment est-ce que l'art peut inspirer les leaders, puisque on a beaucoup parmi notre audience de gens qui sont à la tête d'entreprises ou d'organisations. Comment est-ce que l'art peut inspirer les dirigeants pour recréer cette humanité, remettre cette joie dont tu parlais, cette joie de l'art au sein de leur organisation? De 1000 façons possibles. Et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est que les liens entre le monde de la culture et le monde de l'entreprise, en tout cas en France, se sont, je trouve, un peu trop résumés au succès du mécénat. C'est-à-dire, oui, on fait des choses dans la culture, souvent les entreprises, on est mécène de ceci ou de cela, et c'est très bien, et c'est formidable. Je crois que le monde entier peut nous envier la loi Ayagon qui a permis aux musées, aux expositions, de développer des projets incroyables. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres champs à exploiter, à défricher. Et je pense que l'art et la culture peuvent avoir toute leur place en entreprise, au moins pour 3 grandes raisons. Après, on pourra revenir sur chacune. Mais d'abord, je pense que l'art et la culture nous rendent plus... Alors, peut-être pas plus intelligents, et peut-être pas le bon mot, mais en tout cas plus conscients du monde qui nous entoure. Et moi, je suis convaincue que les artistes sont des visionnaires, que leur sensibilité, leur acuité leur permet de saisir l'air du temps mieux que quiconque, de saisir les tournants,
de notre monde, d'être des éveilleurs de conscience. Et non seulement ils ont cette faculté finalement à nous bousculer, mais aussi à le sublimer. Et ça me semble absolument essentiel. Et je prends souvent l'exemple de Léonard de Vinci, en disant au fond, si on se remettait à l'époque de la Renaissance, aujourd'hui, on le voit avec une distance, on a l'impression, parce qu'on a reconstruit tout le discours, que la Renaissance est une époque extraordinaire, des grandes découvertes, ceci, etc. Mais ça devait être quand même une époque sacrément compliquée, parce que tous les paradigmes changeaient. Tout d'un coup, le monde n'avait plus les limites qu'on lui connaissait. On découvrait avec l'anatomie que le corps humain n'était pas du tout non plus celui qu'on imaginait. Enfin, donc, oui, c'est une époque extraordinaire de l'humanisme, etc. Mais ça a dû être quand même compliqué, j'imagine, pour les contemporains de saisir tout ce qui était en jeu. Et s'il y a une personne qui, je pense, qu'on aurait aimé rencontrer, qui aurait pu saisir toute cette complexité dans sa globalité, c'est quelqu'un comme Léonard de Vinci. Parce que c'est quelqu'un qui, en tant qu'artiste, va comprendre toutes les possibilités du monde qui s'offre à lui. Il en trouve, il va disséquer des cadavres parce que ça va l'aider à peindre d'une façon incomparable le corps humain, la finesse de la peau. Il va s'intéresser à la science parce que tout ce qu'il va découvrir sur l'optique va lui permettre aussi, dans sa peinture, de donner à voir le monde comme personne ne l'a donné à voir jusqu'à lui. Donc, je pense vraiment que l'art, les artistes ont cette faculté de saisir le monde, de s'en emparer, et plutôt que de se dire « oh là là, mais c'est épouvantable », de réinventer quelque chose. On le voit par exemple avec la photographie. Quand la photographie est apparue, tout le monde s'est dit « mais c'est la fin des peintres, c'est la fin de ceux qui savent dessiner. Au fond, il y a un appareil qui prend une photo. » Voilà. C'est tout l'inverse. On a développé un nouvel art, qui est l'art de la photographie, sans pour autant du tout que le dessin ou la peinture ne disparaissent, mais ils ont dû se réinventer, voir tout ce que ça a pu donner comme source de créativité dans l'art abstrait, par exemple. C'est la première raison. Je pourrais revenir sur une des autres plus tard, mais je pense que c'est une raison qui est importante. Après, tu parlais de créativité. Une prise de conscience. Une prise de conscience, voilà. Écouter les artistes, regarder les artistes, voir ce qui se passe dans le monde de l'art et de la culture est une vraie source d'inspiration. Peut-être, est-ce qu'on peut parler de cette partie inspiration? Il y a une notion de recréation. En 1942, Joseph Schumpeter, un économiste allemand, publie un ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme, socialisme et démocratie ». Et il démocratise ce concept de destruction créatrice, oui. Fameuse destruction schumpeterienne. Finalement, est-ce que l'artiste, à l'image de ce que Banksy a fait en 2018, où à Sotheby's, devant un public ébahi, il a autodétruit sa petite fille au ballon rouge. Finalement, est-ce que l'artiste permet à l'entreprise de se réinventer, de se recréer, de se réimaginer? Ce que je vois dans les projets que je fais aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, le monde dans l'entreprise gagne beaucoup parfois à prendre du recul, à regarder les choses autrement. Et c'est une vraie source de créativité. Ce que j'entends de la part des dirigeants auprès de qui je travaille, c'est souvent quand je crée des séminaires ou des projets, et à la fin les gens me disent « mais c'est incroyable, vous êtes adressé à une zone de mon cerveau que j'avais plus fait travailler depuis très très longtemps. » Et ça, moi, j'ai un moment d'effroi quand j'entends ça, parce que je me dis, mais ces gens ont été incroyablement bien formés. Et c'est vrai que le monde du travail nous processe un peu. Voilà. C'est-à-dire que on le voit, on est de plus en plus, processé, algorithmé.
finalement, on n'a plus vraiment le temps, l'occasion, et on n'est pas forcément encouragé à se réinterroger et à changer les choses et à se dire, ok, on fait comme ça, mais est-ce que tout ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est pas l'occasion de bousculer les choses? Et voilà, tu parlais de Schumpeter, je pense que les moments qui sont comme aujourd'hui des moments un peu de crise sont des occasions, des opportunités incroyables. Il y a ceux qui vont les saisir, il y a ceux qui vont avoir les idées, et puis il y a ceux qui vont continuer un peu à épuiser le modèle jusqu'au bout. Je suis convaincue que la culture générale, que l'histoire, ce qu'on sait, ce qu'on voit, nous permet précisément de notre regard, de pas répéter les choses et effectivement d'être dans une forme de réinvention et de force créative. Il y a quelques années, Reykjavik, capitale de l'Islande, a élu comme maire un artiste dans une période assez trouble. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que la ville avait plus beaucoup de budget. Et il y a eu une créativité avec ce maire artiste qui était avec ses amis également artistes, avec cette frugalité, cette capacité d'inventer avec des moyens très très faibles des nouvelles approches de la culture, des nouvelles approches du vivre ensemble. Est-ce que l'art nous permet aussi de réinventer une façon différente de faire les choses, de façon plus efficace et plus heureuse? Alors, je pense que c'est à la fois l'art et la culture. C'est-à-dire que, et moi c'est ça que j'aime aujourd'hui faire dans tous les projets que je mène en entreprise, c'est amener le regard des experts et le regard des artistes. Et je pense que cette complémentarité, cette transdisciplinarité, elle est extrêmement importante. Si on regarde une question comme celle du réchauffement climatique, par exemple, les artistes ne peuvent pas tout. On a besoin d'experts, on a besoin d'objectiver les choses, on a besoin de réponses qui peuvent être des réponses scientifiques, on a besoin, voilà. Mais les artistes peuvent être une force de sensibilisation extrêmement forte. Et donc, je pense que c'est vraiment en croisant ces regards d'experts et d'artistes que l'on est effectivement plus conscient du monde, que ça nous pousse à agir et que ça nous pousse à agir de façon efficace et effectivement dans le sens du collectif. Voilà, moi je crois profondément à une culture humaniste et si on regarde ce que les artistes ont pu nous transmettre, ils nous aident à avoir ce sens de l'histoire. Peut-être pas au sens hegelien du terme, mais de voir que on peut trouver ce qu'il y a de bon et de bien dans, dans le travail, dans l'humanité. Sur cette notion d'histoire, tu as travaillé finalement des lieux qui racontent notre propre histoire. Oui. Comment est-ce que cette expérience influe ton regard sur la manière dont une entreprise peut elle-même raconter sa propre histoire? Alors, moi, s'il y a un fil rouge dans ce que j'ai fait, c'est certainement de raconter des histoires. Mon premier métier, c'est d'être professeur d'histoire. J'ai travaillé après en cabinet ministériel où j'écrivais beaucoup de discours, donc j'écrivais des histoires au fond. J'ai travaillé en agence de communication où on fait beaucoup de storytelling. Au Louvre, évidemment, c'était aussi de raconter une histoire. Dans ses souvenirs d'Afrique, Karen Dixon dit que la vraie qualité dans la vie, c'est pas tant de raconter des histoires que de savoir écouter des histoires. J'aime aussi qu'on m'en raconte. Je pense que si j'en raconte, c'est essentiellement parce que je trouve que l'un des plaisirs immenses dans la vie, enfin, les mots magiques pour moi, c'est il était une fois. Voilà, je pense qu'on peut, on trouve du sens à sa vie, à cette vie, à l'histoire collective, à ce qu'on fait, même de façon
vous savez, parfois, là, on dit, voilà, les jeunes générations, elles ont une quête de sens, elles trouvent plus de sens à ce qu'elles font dans leur travail, etc. Mais peut-être parce qu'on ne prend plus le temps de leur raconter cette histoire. Quand on sait raconter une histoire, on peut embarquer les gens, mais aussi le moins possible. Et toute l'histoire de l'humanité est jalonnée de ça, de choses impossibles que des hommes et des femmes ont fait par passion, parce que c'était une aventure collective, parce que voilà. Donc c'est très très puissant de raconter une histoire. C'est extrêmement puissant. Malheureusement, certains s'en saisissent pour travestir la réalité. Et on sait la force de la propagande et on sait la force des réseaux sociaux aujourd'hui, précisément pour raconter des histoires qui sont en pensant, enfin en disant que c'est la vérité. Voilà. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. Hein, c'est que le pouvoir de l'art, le pouvoir des artistes a parfois été travesti, a parfois été utilisé. Et ça, c'est important aussi parce que ça s'enseigne. Aujourd'hui, apprendre, vous savez, à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire. Moi, je trouve très très important d'apprendre à regarder parce qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation de l'image. Et l'art peut aussi être très très riche d'enseignements de ce point de vue-là. Savoir ce qu'on regarde, savoir ce qu'il y a derrière l'image de ceux qui l'ont produite, c'est déjà beaucoup comprendre de notre monde. Moi, il y a une anecdote que je raconte dans le dictionnaire amoureux des musées qui, je trouve, en dit très très long. Quand on arrive dans la salle de la Joconde, la plupart des enfants posent cette question qui paraît très innocente ou très, voilà, qui est extraordinairement profonde. Ils demandent est-ce que c'est la vraie? Et c'est drôle parce qu'il y a des étudiants qui m'ont encore demandé ça la semaine dernière, en me disant non mais dites-le nous madame qu'en fait la vraie elle est vraiment en sécurité au sous-sol, dans les caves, dans un coffre-fort, etc. Et c'est ça le musée, c'est aussi le rapport à la matérialité de l'objet qui fait que derrière cette image de la Joconde, qui est peut-être l'image qui a été la plus répandue, la plus photographiée, retravaillée, etc. Derrière ça, il y a la force incroyable d'un petit panneau de bois sur lequel un peintre qui s'appelait Léonard, il y a plusieurs centaines d'années, a posé son pinceau et a créé effectivement une œuvre. Donc cette œuvre, elle est devenue une image, elle est devenue une icône, etc. Mais tout ça ne serait pas là s'il n'y avait pas au départ la main, l'œil de l'artiste, et nous, notre œil sur la matérialité de cet objet, qui est infiniment fragile et vulnérable. C'est ça aussi, d'apprendre à regarder l'art et d'apprendre la réalité. Voilà. Oui, quand on va au musée du Louvre, on voit la forêt, on voit le petit panneau de bois que Léonard a tenu dans ses mains et sur lequel il a posé son pinceau. Et cette force-là, je pense que le public ne s'y trompe pas. Alors, comment en entreprise on peut s'en inspirer pour bâtir, pour raconter sa propre histoire? Comment est-ce que tu aides les entreprises dans cette démarche? Alors moi, j'aide les entreprises. En fait, je pars des enjeux de l'entreprise. Voilà, je ne suis pas là pour apporter des choses qui sont toutes faites. C'est-à-dire que j'écoute d'abord ce que les entreprises nous disent. Parce que je crois que l'art et la culture peut apporter absolument à tous les niveaux. Donc on parle parfois aux directions générales, on parle parfois aux ressources humaines, on parle parfois à la communication, au marketing. Tous les services peuvent en bénéficier pour peu qu'on imagine le bon projet et le bon pont en fait entre ces deux mondes qui sont des mondes qui ont quand même des temporalités différentes, qui ont quand même, enfin, c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pensé qu'il y avait lieu de créer une activité, en l'occurrence Beaux-Arts Institute que je dirige, dont l'objet est vraiment de créer sur mesure des projets, du contenu artistique et
culturel pour les entreprises. Alors ça prend des formes très très différentes. Il y a toute une activité de séminaires, de formation autour de l'art et la culture, parce qu'on pense, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que les artistes ont beaucoup à nous dire sur le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que là, je travaille sur le lancement d'un projet qui me tient très à cœur, qui s'appelle les Odyssées, et qui sera la création du premier réseau culturel pour les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir adhérer et faire venir un certain nombre de leurs salariés, et on va leur proposer d'abord une journée fondatrice, elle aura lieu le 7 juillet, dans un lieu d'art et de culture, qui est le hangar grec à Meudon, qui est un lieu très exceptionnel qu'on a envie de faire découvrir. On va leur proposer pendant toute une journée des rencontres avec le monde de l'art et de la culture. Et on a sélectionné des thématiques, des experts, des artistes qui vont vraiment transformer votre regard. Voilà, qui sont vraiment là pour témoigner de la force de cette créativité, de ce monde de la création et de ce qu'il peut nous enseigner sur le monde d'aujourd'hui. Et puis après, chaque mois, on va donner rendez-vous pour faire découvrir un artiste, un écrivain, un lieu d'art et de création. Et ça, on le voit, on travaille avec une entreprise comme L'Oréal qui nous a demandé il y a quelques années, son DRH et sa directrice de la stratégie et de l'innovation, nous ont dit, voilà, dans les années 80-90, il existait un séminaire de culture générale qui s'appelait les Capucins. Est-ce que vous pourriez nous aider à le refaire vivre? Donc ça a été ma première mission en arrivant chez Beaux-Arts, avec toute l'équipe de Beaux-Arts, d'imaginer ce que pouvait être un séminaire qui ne soit pas lié apparemment au business, mais dont on voit la force de transformation à l'égard des managers et des dirigeants. Parce que tous nous disent, ce temps que vous nous avez donné, ces rencontres que vous avez permises, nous ont redonné une espèce de créativité, de curiosité, de compréhension du monde. On fait travailler des parties de mon cerveau que je n'avais pas l'habitude de travailler. Exactement. Et on réouvre des envies, des curiosités, de la joie aussi. Et ça, c'est un autre aspect que je vois aujourd'hui, sur lequel on travaille de plus en plus. Les entreprises aujourd'hui se soucient, et c'est bien normal, de plus en plus de la santé mentale de leurs salariés. Ils se soucient aussi de leur trouver du sens dans leur travail. Ils se soucient aussi de les faire revenir dans les lieux de travail à un moment où le télétravail a aussi réinterrogé tout simplement le lien qu'on a avec nos lieux de travail. L'art et la culture offrent énormément de solutions. Alors avec certaines entreprises, on va travailler justement sur les bureaux, sur les lieux de travail. Comment mettre du beau, mettre du sens dans les lieux où on vient travailler, pour que ce soit aussi un lieu de plaisir. Parce que l'art et la culture, l'architecture en est la preuve, on ne travaille pas de la même façon dans un bureau où on a des murs qui en eux-mêmes ne portent aucun sens, aucune histoire. Tu parlais d'histoire à raconter. L'histoire, elle se raconte déjà sur le lieu de travail. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui effectivement se penchent sur leur passé parce qu'on a besoin de sens, on a besoin, je pense, de s'inscrire dans une histoire plus longue. On est dans un temps qui est tellement, on zappe tellement d'un truc à un autre en permanence, on est tellement sursollicité en permanence que finalement cette quête de sens qu'on entend chez beaucoup de jeunes notamment, c'est simplement de temps en temps de se replacer dans une histoire longue. Et l'art et la culture nous aident énormément de ce point de vue-là, à raconter l'histoire, à éveiller. Au sein du groupe Beaux-Arts, il y a une entreprise qui s'appelle Artips et qui vient raconter justement des histoires et qui s'est mise au service des entreprises pour être aussi un vrai média
de toutes leurs actions de RSE, par exemple, parce que quand on les raconte bien, on donne énormément de puissance en fait à ce qui est fait par chacun au jour le jour. Et donc, si on additionne cette façon d'être bien au travail, de redonner du sens, de mettre du beau, d'éveiller les consciences, de rendre les gens, en fait, on les rend à la fois plus créatifs, plus heureux, plus intelligents. Ça me semble déjà être beaucoup de choses au service de l'entreprise et du monde du travail. Le Grand Palais programme cet été une série de conférences qui s'appelle Fun Palace, oui. pour explorer le bonheur d'être ensemble à travers l'art, à travers le design, la créativité. Comment est-ce qu'on peut travailler ce vivre ensemble dans une entreprise grâce à l'art? Est-ce que c'est des séminaires? Est-ce que c'est de la sensibilisation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a beaucoup de choses très, très concrètes et qui, par exemple, nous, on travaille sur des programmes de résidence d'artistes en entreprise. Alors parfois au début ça fait un peu peur pour l'entreprise. Oui, on imagine assez mal. Voilà, on va accueillir un artiste, bon, dans la salle de réunion, voilà, mais les artistes sont parfois vus comme des gens un peu extravagants, lointains, qui créent comme ça un peu dans leur monde. D'abord les artistes, ça les passionne. Parce que les artistes, ils vivent dans notre monde, ils s'inspirent de notre monde. Que ce soit des écrivains, des artistes, des peintres, alors voilà, je prends souvent l'exemple de l'architecture ou de la photographie parce que ça nous parle parfois de façon plus évidente. C'est le regard. Voilà, un photographe, il pose un regard sur le monde qui l'entoure. Il peut poser un regard sur un monde, sur des portraits, sur des humains, sur des paysages, voilà. Et la façon dont il regarde ce paysage va nous parler, va nous dire des choses et va nous amener, nous aussi, à regarder les choses différemment. Donc, avoir un artiste pendant quelque temps chez soi en entreprise, si on accompagne bien ce projet, si on sait quelle intention on veut mettre derrière, et ça peut être de créer du collectif au sein de l'entreprise, ça peut être de ramener de la créativité, ça peut mettre du beau dans l'entreprise. En fait, encore une fois, moi, je fais vraiment des choses assez sur mesure parce que je pense qu'il ne faut pas plaquer des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Et je pense que l'entreprise a souffert de ça parfois, de produits tout faits qu'on a essayé de voilà. Et nous souvent on voit des entreprises qui nous disent tiens, il y a telle œuvre là dans le hall, on ne sait même plus qui l'a voulu, pourquoi, etc. Ça me rend triste parce que en fait il faut savoir pourquoi on fait les choses, il faut savoir dans quelle intention, et puis il faut les faire vivre. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est pas tout mettre un artiste ou c'est pas tout mettre une œuvre, c'est d'accompagner le projet pour qu'il devienne un vrai projet d'entreprise. Donc ça peut être effectivement de créer une œuvre, ça peut être, nous on travaille beaucoup aussi avec des entreprises qui ont envie pour des lancements de produits, de nourrir leur communication, de nourrir leur marketing à travers le regard d'un artiste, de s'inspirer d'un univers qui est celui d'un artiste. Et puis, ça peut être ces rencontres, ces séminaires. Nous, on offre vraiment soit des moments au sein d'un séminaire plus traditionnel, soit vraiment des séminaires qui sont entièrement pensés autour de la culture générale, on va dire, et de l'art comme vrai ferment de transformation. Et c'est très puissant. Est-ce que ça peut être un regard miroir aussi pour l'organisation, d'avoir un artiste qui vient s'inspirer de l'entreprise et puis retranscrire ses émotions, sa perception? C'est un peu le mot magique, le mot émotion. C'est que l'entreprise, elle s'est aussi beaucoup souvent protégée. Ça fait peur, les émotions des salariés, ça fait peur. On se dit, voilà, et en fait, je pense que c'est précisément parce qu'on n'a pas su intelligemment faire rentrer ce monde de l'émotion et la sensibilité au sein de l'entreprise qu'on se retrouve avec des problématiques de santé mentale terribles. Et vous voyez par exemple,
dans certains séminaires, je fais intervenir quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un géopoliticien, qui est Dominique Moisy, qui a écrit La géopolitique des émotions et qui montre à quel point les émotions collectives expliquent l'évolution géopolitique du monde. Et si on ne comprend pas, alors c'était révolutionnaire quand il l'a écrit, hein, La géopolitique des émotions, et on voit quelle puissance aujourd'hui ça peut avoir comme explication du monde. Si on ne sait pas déceler les peurs collectives, les zones du monde qui se sentent humiliées, celles qui sont au contraire porteuses d'espoir, et ben on ne comprend pas les dynamiques qui sont à l'œuvre. C'est pareil en entreprise. Un bon manager, c'est celui qui va repérer la peur chez certains, qui va accompagner cette peur du changement, par exemple. Le bon manager, c'est celui qui va repérer celui qui a la joie, l'espoir, voilà, qui arrive. Et puis si on ne sait pas accueillir cet élan comme ça, parfois de nouveaux salariés ou des jeunes, ben, on va éteindre cette émotion et on va créer beaucoup de frustration. Donc un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui est au plus proche des émotions. Et c'est souvent le regard d'artiste qui peut tout d'un coup réveiller, autoriser en fait ce regard-là que souvent on n'a pas, qu'on a là encore une fois, euh, pardon pour les écoles de management, mais parce que ce que je dis est totalement caricatural, mais qu'on a un peu processé. Voilà, on a mis les gens dans des cases, les bleus, les rouges, voilà. C'est intéressant. Je pense qu'il y a de joindre un regard qui est plutôt de l'ordre de la sensibilité et de l'émotion. C'est très important aussi. Et donc oui, les artistes peuvent être, c'est des gens qui ont une sensibilité immense. Moi, je le vois quand je les fais intervenir en séminaire. D'abord, le récit de leur propre parcours et de leur vie est souvent déjà quelque chose qui va éveiller énormément l'intérêt, la curiosité. Voilà, certains artistes que je fais intervenir sont des gens qui ont commencé leur carrière en entreprise, qui ont une parfaite connaissance hein, des enjeux de l'entreprise et qui offrent un regard et un parcours voilà, très intéressant. Puis, nous sommes tous, enfin, tu disais, nous sommes tous potentiellement des artistes, ne serait-ce que des artistes de notre vie. On a à créer, à imaginer notre vie. C'est pas rien. C'est une œuvre en soi. Donc, savoir se raconter, savoir se découvrir soi-même, savoir trouver en soi ses forces, se connaître et connaître les autres, être capable de dialoguer aussi au-delà de nos différences. Les artistes et tous ceux qui font, qui sont des hommes et des femmes de culture sont extraordinaires pour ça. Et quand je mets de la culture, c'est des écrivains, c'est des philosophes, c'est des scientifiques aussi. Encore une fois, hein, il faut croiser les disciplines. Arriver pour une équipe au terme d'une rencontre ou d'une après-midi ou d'une journée de séminaire, à avoir parfois oser parler de sujets qui sont un peu plus personnels, qui sont un peu plus du registre de l'émotion. Ce pas de côté fait avec les artistes permet de débloquer des choses. Encore une fois, c'est assez puissant. Les artistes aussi sont l'art et la culture. C'est extraordinaire quand on peut parler de l'autre, de l'altérité et de la différence, de la diversité, de l'inclusion. Et moi, je vois que souvent en entreprise, on a reçu beaucoup d'injonctions comme ça, des chartes de ceci, de cela, etc. Voilà ce qu'il faut faire et en termes de RSE, en fait, c'est parfois beaucoup plus puissant, beaucoup plus subtil, beaucoup plus impactant de faire ce pas de côté avec un artiste qui va venir sensibiliser autour de sa propre création, de ce qu'il inspire, de son rapport à la nature, de son rapport à l'environnement, etc., plutôt que de faire une charte de bonne pratique ou quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'injonction. L'émotion, encore une fois, est une forme de sensibilisation et a un impact extrêmement fort.
Si on arrive à terme de ces entretiens, si tu avais un message à faire passer à un chef d'entreprise qui hésite, qui est très séduit tous les bénéfices finalement qu'a d'apporter l'art dans le milieu de l'entreprise, par où commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais pour initier cette démarche? Alors, je lui dirais peut-être tout simplement pardon pour ce côté autopromo, mais Oui, de venir aux Odyssées, voilà. De venir aux Odyssées. Voilà, Donc le 16 juillet, c'est ça? c'est ça, le 16 juillet, d'adhérer à ce réseau pour voir, parce que ce sera une journée de découverte. Je suis convaincue que la plupart en ressortiront avec l'envie d'aller plus loin et de faire aller plus loin leurs équipes. Donc voilà, ça ce serait le premier conseil. Et le second, c'est qu'au fond, c'est de ne pas avoir peur. Et je pense qu'un chef d'entreprise, un manager, c'est celui qui doit trouver des réponses justement à la peur. Donc s'il y a déjà cette peur d'aller vers la culture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Être bien avec soi-même, c'est être bien avec sa propre culture, être bien avec l'identité de son entreprise, être bien avec ses salariés. Donc, je lui conseillerais de réfléchir à pourquoi est-ce que où est le frein. Et c'est souvent là qu'on va pouvoir lui apporter des réponses. Des belles réponses. Et dans cet univers où l'IA apporte beaucoup d'anxiété aux équipes sur le terrain, oui, alors l'art peut permettre de prendre de la hauteur. Encore un exemple, juste une seconde. Le sujet de l'IA est un des sujets sur lesquels on nous sollicite le plus aujourd'hui parce que les artistes s'en emparent autrement. Et souvent, ça peut éveiller, ça peut justement répondre aux peurs et aux angoisses et montrer comment une bonne utilisation d'un nouvel outil est une source de créativité immense. Donc, le redécouvrir comme un outil. Oui. Je vais finir par une phrase de Paul Valéry qui est inscrite sur un des frontispices de Chaillot, que j'aime beaucoup. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise. Ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas son désir. Et nous sommes entrés dans cette discussion avec beaucoup de désir, beaucoup de plaisir. Un immense merci de nous avoir éveillés à cette importance de l'art dans l'univers de l'entreprise. Merci infiniment de m'en avoir donné l'opportunité. Et à très bientôt, donc le 16 juillet, pour tous ceux qui veulent. On peut s'inscrire sur Internet. Absolument, les Odyssées. Parfait. Et puis, si je peux prendre ton livre, oui. Voilà, le dictionnaire amoureux des musées. Anne-Laure Béatrix, un ouvrage merveilleux pour parcourir le monde voilà, avec un regard d'expert. Anne-Laure Béatrix, dictionnaire amoureux. Et d'amateurs surtout, plus que des experts. C'est pour ça qu'il peut parler à tout le monde, je pense. Un immense merci, Anne-Laure. Merci. À très bientôt, bonne journée à tous. Merci de votre fidélité.